Iran ne cherche pas la guerre. Iran ne cherche pas l'escalade. Mais Iran ne renoncera pas à sa souveraineté. C'est le message central porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies après les frappes du 28 février 2026. En tant qu'économiste spécialisé en géopolitique, je veux analyser avec vous ce discours, non pas sous l'angle émotionnel, mais sous l'angle juridique, stratégique et systémique. Le 28 février 2026, les États-Unis, en coordination avec Israël, ont lancé une seconde attaque militaire contre la République islamique d'Iran. Selon la déclaration iranienne, il s'agirait d'un acte d'agression délibéré et non provoqué, visant des villes majeures et des zones civiles densément peuplées. Le texte invoque explicitement l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit le recours à la force contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État. Juridiquement, c'est un point fondamental. En droit international, l'usage de la force est interdit, sauf dans 2 cas. Autorisation du Conseil de sécurité, légitime défense en réponse à une attaque armée, l'Iran affirme qu'il n'y avait aucune menace imminente et que son programme nucléaire est exclusivement pacifique. Ici, je veux rappeler que l'Agence internationale de l'énergie atomique reste l'unique organe compétent pour évaluer la nature d'un programme nucléaire civil. Si aucune violation formelle n'a été constatée, la justification d'une frappe préventive devient juridiquement extrêmement fragile. Mais allons plus loin. Le discours iranien accuse les forces américaines et israéliennes d'avoir ciblé des infrastructures civiles. Écoles, hôpitaux, bâtiments résidentiels, une école de jeunes filles à Minab aurait été détruite. D'autres frappes auraient touché Téhéran, Sanandaj et plusieurs provinces. Je reste prudent sur les chiffres, car en temps de guerre, l'information est toujours instrumentalisée. Mais même l'allégation de telles frappes suffit à créer une onde de choc diplomatique. Si ces faits étaient confirmés, nous parlerions potentiellement de violations graves du droit international humanitaire. Et ce point est capital. La protection des civils n'est pas une option morale, c'est une obligation juridique. Le discours iranien va encore plus loin en affirmant que le guide suprême et de hauts responsables militaires auraient été ciblés. Cibler le chef d'un État souverain membre des Nations Unies constituerait une escalade sans précédent. En termes systémiques, cela ouvre une brèche dangereuse. Si l'élimination ciblée de dirigeants devient un instrument normalisé, la stabilité internationale est profondément fragilisée. Maintenant, analysons la dimension régionale. L'Iran a été interrogé sur ses frappes contre des installations situées en Irak, aux Émirats arabes unis et au Qatar, notamment dans la région du Kurdistan irakien. La réponse iranienne est stratégique. Nous ne ciblons pas les intérêts de nos voisins, nous ciblons les bases et les actifs américains situés sur leur territoire. Cela soulève une question juridique essentielle. Un État est-il responsable si son territoire est utilisé par une puissance étrangère pour attaquer un autre État? Le droit international impose un devoir de diligence. Un État doit empêcher son territoire d'être utilisé pour des actes d'agression contre un autre. Mais dans la pratique, lorsque des bases militaires étrangères sont présentes, le contrôle réel appartient souvent à la puissance invitée. C'est là que le conflit devient structurel. Économiquement, la région du Golfe est l'un des piliers du système énergétique mondial. Toute extension du conflit à l'Irak, aux Émirats ou au Qatar menace directement les infrastructures pétrolières, les terminaux gaziers, les routes maritimes, les flux d'investissement. Si les bases américaines dans ces pays deviennent des cibles régulières, le risque géopolitique régional explose. Et les marchés détestent l'incertitude. Regardons les implications financières. Le simple risque d'une intensification militaire dans le Golfe entraîne,
hausse du prix du pétrole, augmentation des primes d'assurance maritime, tensions sur les devises émergentes, fuite vers les actifs refuges. Si le conflit s'installe, les banques centrales pourraient être confrontées à un nouveau choc inflationniste. Nous sortons à peine d'un cycle de resserrement monétaire mondial. Un nouveau choc énergétique pourrait forcer un arbitrage brutal entre lutte contre l'inflation et maintien de la croissance. Revenons au Conseil de sécurité. Le discours iranien accuse les Nations unies et les grandes puissances de double standard. La question posée est simple. Un État puissant peut-il attaquer un autre État souverain en toute impunité? Si la réponse est oui, la charte perd sa crédibilité. Si la réponse est non, une condamnation claire doit suivre. En tant qu'économiste, je ne sous-estime jamais l'importance de la crédibilité institutionnelle. Les marchés financiers fonctionnent sur la prévisibilité des règles. Si les règles internationales deviennent arbitraires, la prime de risque globale augmente. Et cela se traduit par moins d'investissements, plus de volatilité, fragmentation du commerce mondial. L'Iran affirme agir en légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte. C'est un argument juridique central. Si une attaque armée est avérée, la riposte proportionnée est autorisée, mais la notion de proportionnalité est interprétée politiquement autant que juridiquement. Ce conflit est donc autant narratif que militaire. Chaque camp construit sa légitimité et pendant ce temps, le système international se fragilise. Je veux terminer sur une réflexion stratégique. L'Iran affirme ne pas chercher la guerre, ne pas chercher l'escalade, mais ne pas renoncer à sa souveraineté. Cette formule est typique d'une posture de dissuasion. Elle signifie nous ne voulons pas élargir le conflit, mais nous sommes prêts à absorber le coût d'une confrontation prolongée. La question clé est donc la suivante. Les États-Unis cherchent-ils un changement de comportement ou un changement de régime? Car les conséquences économiques ne seront pas les mêmes. Un conflit limité pourrait rester régional. Un objectif maximaliste transformerait la crise en guerre prolongée. Et dans ce cas, nous pourrions assister à un choc pétrolier durable, une fragmentation accélérée du commerce mondial, une polarisation géopolitique accrue entre blocs sur Wolf de cryptage FR, je vous le dis clairement, nous sommes à un moment charnière. Le Conseil de sécurité peut choisir la voie de la désescalade diplomatique ou laisser s'installer une nouvelle normalité de frappe préventive et de riposte régionale. Et si cette normalité s'installe, le coût économique mondial sera colossal. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette crise va se contenir ou s'élargir? Abonnez-vous à Wolf de cryptage FR pour des analyses géopolitiques et économiques approfondies, structurées et sans simplification excessive. À très bientôt pour un nouveau décryptage.